Bienvenue dans notre vidéo captivante où un homme d'affaires millionnaire, plongé dans un état végétatif, voit sa vie bouleversée par sa nouvelle assistante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir notre travail en faisant un don via le lien dans le commentaire épinglé. Restez avec nous et découvrez ce secret fascinant qui pourrait tout changer. Dans les quartiers huppés de Paris, au sommet d'un immeuble art déco, se trouvait l'appartement luxueux d'Antoine Delacroix, un magnate de l'immobilier connu pour sa fortune colossale et son empire commercial. Cependant, depuis 2 ans, cet homme autrefois dynamique gisait immobile dans un lit médicalisé, victime d'un mystérieux accident qui l'avait plongé dans un état végétatif. Ce matin-là, Élodie Mercier, une jeune femme de 28 ans originaire d'un quartier modeste de la banlieue parisienne, franchissait pour la première fois le seuil de cet appartement. Fraîchement diplômée en soins infirmiers, elle avait été engagée comme nouvelle auxiliaire de vie pour s'occuper d'Antoine. Élodie était nerveuse, consciente du fossé qui la séparait de ce monde d'opulence. Guidée par la gouvernante, Madame Lefebvre, une femme austère d'une 60aine d'années, Élodie découvrit l'imposante chambre où reposait Antoine. L'homme, autrefois imposant, semblait avoir fondu dans ses draps de soie. Son visage émacié contrastait avec les photos de lui en pleine gloire qui ornèrent les murs. « Voici Monsieur Delacroix », annonça Madame Lefebvre d'un ton neutre. « Vos tâches principales seront de veiller à son confort, de le nourrir par sonde et de surveiller ses constantes. Le docteur Moreau passe 2 fois par semaine pour un bilan complet. » Élodie hocha la tête, intimidée par l'ampleur de sa mission. Elle observa les machines sophistiquées qui entouraient le lit, témoin silencieux de la lutte quotidienne d'Antoine contre la mort. Au fil des jours, Élodie s'habitua à sa nouvelle routine. Elle parlait doucement à Antoine, lui racontait les nouvelles du jour, même si rien n'indiquait qu'il l'entendait. Parfois, elle croyait percevoir un léger frémissement de ses paupières, mais Madame Lefebvre balayait ses espoirs d'un revers de main. Un matin, alors que Élodie rangeait la chambre, son regard fut attiré par un petit carnet coincé derrière la table de chevet. Intriguée, elle le saisit et l'ouvrit. C'était un journal intime, rempli d'une écriture nerveuse. Les dernières entrées datèrent de la veille de l'accident d'Antoine. Le cœur battant, Élodie commença à lire. Ce qu'elle découvrit la bouleversa profondément. Antoine, loin de être le capitaliste sans cœur décrit par les médias, révélait une sensibilité insoupçonnée. Il parlait de ses doutes, de sa solitude au sommet de son empire, et surtout de son désir de changer les choses. La dernière page contenait un plan détaillé pour transformer une partie de ses biens en fondation caritative. Antoine voulait créer des centres de formation pour les jeunes des quartiers défavorisés, leur offrir une chance de s'en sortir. Ce projet était resté lettre morte à cause de son accident. Émue aux larmes, Élodie referma le journal. Elle regarda Antoine d'un œil nouveau, comprenant qu'elle avait peut-être jugé trop vite cet homme. Au moment où elle allait reposer le carnet, elle crut voir la main d'Antoine bouger légèrement. Était-ce son imagination ou un signe de réveil? Élodie sentit son cœur s'emballer. Elle tenait peut-être la clé pour ramener Antoine à la conscience, et avec lui, son projet, qui pourrait changer la vie de tant de gens. Élodie, le cœur battant, s'approcha du lit d'Antoine. Elle hésita un instant, puis prit doucement sa main dans la sienne. « Monsieur Delacroix, murmura-t-elle, si vous m'entendez, serrez ma main. » Les secondes s'écoulèrent, interminables, puis, presque imperceptiblement, elle sentit une légère pression sur ses doigts. Submergée par l'émotion, Élodie dut se retenir de crier. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Madame Lefebvre et le docteur Moreau avaient toujours insisté sur l'état irréversible d'Antoine. Pourquoi se pourrait-il qu'ils aient intérêt à le maintenir dans cet état? Les jours suivants, Élodie redoubla d'attention envers Antoine. Elle lui parlait constamment, lui lisait des extraits de son journal, guettant le moindre signe de réaction. Parfois, elle croyait voir un battement de paupières, un léger mouvement des lèvres, mais rien de suffisamment probant pour alerter l'équipe médicale. Un soir, alors qu'elle rangeait la chambre,
Élodie surprit une conversation entre Madame Lefebvre et un homme qu'elle n'avait jamais vu. « Il faut tenir encore quelques mois », disait l'homme. « Une fois le délai légal passé, nous pourrons enfin prendre le contrôle total de l'entreprise. » Choquée, Élodie comprit que la situation était plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Elle décida de mener sa propre enquête. Profitant de ses jours de congé, elle se rendit dans les archives municipales pour en apprendre davantage sur l'Empire de la Croix. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. Antoine avait bâti sa fortune à partir de rien, mais contrairement à l'image publique d'homme d'affaires impitoyable, il avait toujours œuvré dans l'ombre pour aider les plus démunis. De nombreux projets sociaux portèrent sa signature, bien qu'il ait toujours refusé d'en tirer une quelconque publicité. Élodie comprit alors que le projet décrit dans le journal N était que l'aboutissement d'une vie entière dédiée à essayer de faire le bien, tout en maintenant une façade de dur en affaires. Cette dualité l'intrigua et les émut profondément. De retour à l'appartement, elle se mit à parler à Antoine de ses découvertes. « Je sais qui vous êtes vraiment », lui dit-elle doucement. « Je sais ce que vous avez fait pour les autres, en secret. Votre projet n'est pas mort, monsieur Delacroix. Il attend juste que vous vous réveilliez. » Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Élodie crut entendre un son. Elle se figea, tendant l'oreille. Là, encore une fois, un murmure à peine audible. Elle se précipita au chevet d'Antoine. Ses lèvres bougeaient imperceptiblement. Élodie se pencha, l'oreille presque collée à sa bouche. « Danger », articula-t-il dans un souffle. « Testament. Coffre. » Le cœur des... Élodie manqua un battement. Antoine était conscient, et il essayait de lui dire quelque chose d'une importance capitale. Un testament caché? Un coffre? Elle devait trouver ce document avant qu'il ne soit trop tard. Mais au moment où elle allait questionner Antoine, la porte s'ouvrit brusquement. Madame Lefebvre entra, suivie de l'homme qu'Élodie avait entendu plus tôt. Leurs regards suspicieux se posèrent sur elle. « Que faites-vous encore ici, mademoiselle Mercier ?» demanda sèchement Madame Lefebvre. « Votre service est terminé depuis 1 heure. » Élodie sentit la panique l'envahir. Elle devait protéger Antoine et son secret. Mais comment? Elle ignorait à qui elle pouvait faire confiance. Une chose était sûre, le temps pressait, et elle était peut-être le seul espoir d'Antoine pour déjouer ce qui ressemblait de plus en plus à un complot. J'avais oublié mon téléphone, balbutia-t-elle, cherchant une excuse plausible. Je suis désolée, je m'en vais. En quittant la pièce, Élodie jeta un dernier regard à Antoine. Elle crut voir une larme couler sur sa joue immobile. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, réfléchissant à un moyen de sauver l'homme qui, contre toute attente, était devenu bien plus qu'un simple patient pour elle. Les jours suivants, Élodie se lança dans une quête discrète mais déterminée. Chaque minute passée dans l'appartement d'Antoine était une opportunité de chercher des indices sur l'emplacement du mystérieux coffre. Elle scrutait les murs, tâtait les meubles, cherchant une cachette secrète, tout en maintenant une apparence de normalité dans ses tâches quotidiennes. Un après-midi, alors qu'elle époussetait la bibliothèque du bureau d'Antoine, son regard fut attiré par un livre particulier. Contrairement aux autres, celui-ci semblait légèrement de travers. Le cœur battant, Élodie le tira doucement. Un déclic se fit entendre, et un petit panneau s'ouvrit dans le mur adjacent, révélant un coffre-fort dissimulé. Élodie retint son souffle. Elle avait trouvé, mais comment l'ouvrir? Elle n'avait aucune idée du code. Frustrée, elle referma le panneau, consciente qu'elle ne pouvait pas prendre le risque d'être découverte en train de fouiller. Cette nuit-là, alors qu'elle veillait Antoine, Élodie lui parla doucement de sa découverte. « J'ai trouvé le coffre, monsieur Delacroix », murmura-t-elle. « Mais j'ai besoin de votre aide pour l'ouvrir. Si vous m'entendez, donnez-moi un signe. » À sa grande surprise, les doigts d'Antoine bougèrent légèrement. Encouragée, Élodie continua. « Je vais vous donner des chiffres, serrez ma main quand j'aurai dit les bons. » Patiemment, elle commença à énumérer des chiffres, s'arrêtant à chaque pression de la main d'Antoine. Après 1 heure d'effort, elle avait une combinaison. 1, 9, 8, 7, 0, 5. Le lendemain, profitant d'un moment où elle était seule, Élodie se glissa dans le bureau et ouvrit le coffre-fort. À l'intérieur,
elle trouva un dossier épais marqué « Testament » et une clé USB. Sans hésiter, elle prit des photos de chaque page du testament avec son téléphone et copia le contenu de la clé USB. Ce qu'elle découvrit la bouleversa. Le testament révélait non seulement les intentions charitables d'Antoine, mais aussi l'existence d'un fils illégitime, Thomas, né d'une relation passée et ignorant tout de son père biologique. Antoine léguait une part importante de sa fortune à ce fils et à la fondation qu'il voulait créer. Élodie comprit alors l'ampleur du complot. Si Antoine restait dans le coma, son testament ne serait jamais exécuté et sa fortune tomberait entre les mains de ceux qui complotaient contre lui. Déterminée à agir, Élodie décida de retrouver Thomas. Après des recherches minutieuses sur Internet, elle localisa un jeune homme correspondant à la description. Thomas Leroy, 25 ans, travaillant comme éducateur dans un quartier difficile de Paris. Un samedi, Élodie se rendit dans le centre social où travaillait Thomas. Elle l'observa de loin, frappée par sa ressemblance avec Antoine. Thomas était en train d'animer un atelier pour des adolescents, son enthousiasme et sa bienveillance évidents. Rassemblant son courage, Élodie s'approcha de lui à la fin de l'atelier. « Thomas Leroy » demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, surpris. « Oui, c'est moi. Je peux vous aider ?» Élodie hésita, consciente qu'elle allait bouleverser la vie de ce jeune homme. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, à propos de votre père biologique. » Le visage de Thomas se figea. « Mon père ? Je ne l'ai jamais connu. Comment savez-vous » ? « C'est une longue histoire, » répondit Élodie. « Pouvons-nous parler en privé ? C'est au sujet d'Antoine Delacroix. » À la mention de ce nom, les yeux de Thomas écarquillèrent. « Le milliardaire ? Qu'est-ce que… » Mais avant qu'Élodie puisse répondre, elle aperçut du coin de l'œil l'homme qu'elle avait vu parler à Madame Lefebvre. Il les observait de loin, un téléphone à l'oreille. « Nous ne sommes pas en sécurité ici, » murmura-t-elle urgemment. « S'il vous plaît, faites-moi confiance. Nous devons partir. Maintenant. » Thomas, confus mais intrigué, acquiesça. Alors qu'il quittait précipitamment le centre, Élodie sentit que les événements s'accéléraient. Elle avait trouvé l'héritier légitime, mais maintenant, ils étaient tous les deux en danger. La course contre la montre pour sauver l'héritage d'Antoine et peut-être sa vie venait de prendre une nouvelle dimension. Élodie réalisa qu'elle était désormais plongée dans une aventure qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer en acceptant ce simple poste d'auxiliaire de vie. Élodie et Thomas trouvèrent refuge dans un petit café du 18e arrondissement, loin des quartiers huppés où vivait Antoine. Dans ce cadre anonyme, Élodie commença à révéler à Thomas l'incroyable vérité sur ses origines. « Antoine Delacroix est votre père biologique », annonça-t-elle doucement, observant attentivement la réaction de Thomas. Le jeune homme resta silencieux un long moment, assimilant l'information. « Comment est-ce possible ?» finit-il par demander, la voix tremblante. Élodie lui raconta alors tout ce qu'elle avait découvert, le journal intime d'Antoine, le testament caché et le complot visant à maintenir le milliardaire dans un état végétatif. « Mais pourquoi ne m'a-t-il jamais contacté ?» demanda Thomas, une pointe de colère dans la voix. « D'après ce que j'ai compris, il ne l'a appris que récemment, » expliqua Élodie. « Le testament indique qu'il voulait vous rencontrer et vous reconnaître officiellement. Mais l'accident est survenu avant qu'il ne puisse le faire. » Thomas digéra l'information, ses émotions passant de la colère à la confusion, puis à une forme de tristesse. « Et maintenant, que sommes-nous censés faire ? » « Nous devons trouver un moyen de prouver qu'Antoine est conscient, » répondit Élodie. « Et nous devons protéger le testament. Votre vie est en danger, Thomas. Ces gens ne reculeront devant rien pour garder le contrôle de la fortune d'Antoine. » Alors qu'ils discutaient de leur prochain mouvement, le téléphone d'Élodie vibra. Était un message de sa collègue infirmière. « Où es-tu ? Delacroix a été transféré d'urgence à l'hôpital. Madame Lefebvre dit que son état s'est aggravé. » Élodie sentit son sang se glacer. « C'est un piège, » murmura-t-elle. « Ils savent que nous avons découvert la vérité. Ils vont essayer de le faire taire définitivement. » Thomas, comprenant la gravité de la situation, se leva brusquement. « Nous devons y aller. Maintenant. » Ils se précipitèrent vers l'hôpital, le cœur battant. En chemin,
Élodie contacta le docteur Moreau, le seul en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Elle lui expliqua brièvement la situation, le suppliant d'intervenir. À leur arrivée à l'hôpital, ils furent accueillis par un chaos contrôlé. Des infirmières couraient dans tous les sens, et Madame Lefebvre, l'air faussement inquiet, donnait des ordres. Élodie et Thomas se faufilèrent jusqu'à la chambre d'Antoine, évitant de justesse être repérés par les complices de Madame Lefebvre. Dans la chambre, ils trouvèrent Antoine, pâle et immobile, entouré de machines qui émettaient des bips alarmants. « Papa » murmura Thomas, s'approchant du lit avec hésitation. Ça, c'était la première fois qu'il voyait son père biologique. Soudain, les yeux d'Antoine s'ouvrirent. Il fixa Thomas, puis Élodie, une lueur de reconnaissance dans le regard. Ses lèvres bougèrent, formant des mots silencieux. Élodie se pencha, essayant de comprendre. Il dit « Merci », traduisit elle, les larmes aux yeux. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. Madame Lefebvre entra, suivie de 2 hommes à l'allure menaçante. « Que faites-vous ici » siffla-t-elle. « Sortez immédiatement !» Mais avant que quiconque puisse réagir, le docteur Moreau arriva, accompagné de policiers. « Arrêtez tout !» ordonna-t-il. « J'ai des preuves de négligence médicale intentionnelle et de tentative de meurtre. » Dans la confusion qui s'ensuivit, Élodie vit Antoine lever faiblement la main, pointant du doigt Madame Lefebvre. Ce geste, bien que minime, était la preuve irréfutable de sa conscience. Les policiers commencèrent à arrêter Madame Lefebvre et ses complices, tandis que le docteur Moreau s'occupait d'Antoine, vérifiant rapidement son état. Thomas, encore sous le choc, s'approcha du lit de son père. Antoine le regarda, des larmes coulant sur ses joues émaciées. Doucement, Thomas prit la main de son père dans la sienne. Élodie observait la scène, émue et soulagée. Elle avait réussi. Elle avait sauvé Antoine, révélé la vérité à Thomas et déjoué le complot. Mais elle savait que ce n'était que le début. Le chemin vers la guérison d'Antoine et la reconstruction de sa relation avec son fils serait long. Alors que le calme revenait dans la chambre, Élodie réalisa que sa vie avait changé à jamais. Hélène était plus simplement une auxiliaire de vie, mais la personne qui avait réuni un père et son fils et sauvé un héritage qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes. Le regard reconnaissant d'Antoine croisa le sien, et elle sut qu'une nouvelle aventure commençait pour eux tous. Les semaines qui suivirent furent intenses et remplies de changements. Antoine, libéré des médicaments qui le maintenaient artificiellement dans un état végétatif, commença un long et difficile processus de rééducation. Élodie, désormais considérée comme une héroïne par la famille Delacroix, fut officiellement engagée pour superviser ses soins. Thomas, quant à lui, oscillait entre l'excitation de découvrir un père qu'il n'avait jamais connu et l'appréhension face à ce nouveau monde qui s'ouvrait à lui. Il passait de longues heures au chevet d'Antoine, apprenant à le connaître à travers des conversations hésitantes et des regards chargés d'émotions. Un matin, alors qu'Élodie aidait Antoine à faire ses exercices de physiothérapie, celui-ci prit la parole d'une voix encore faible mais déterminée. « Élodie, Thomas, j'ai une décision à vous annoncer, » dit-il, attirant l'attention des 2 jeunes gens. « J'ai décidé de mettre en œuvre le projet de fondation immédiatement, et je veux que vous en soyez tous les 2 les co-directeurs. » Thomas et Élodie échangèrent un regard surpris. « Mais je ne sais rien du monde des affaires, » protesta Thomas. Antoine sourit faiblement. « Tu as quelque chose de plus précieux, l'expérience du terrain et un cœur généreux. » Élodie a prouvé sa loyauté et son intelligence. Ensemble, vous formerez une équipe parfaite. Cette décision marqua le début d'une nouvelle ère. La Fondation Delacroix, pour elle, égalité des chances, fut officiellement lancée lors d'une conférence de presse qui fit sensation. L'histoire d'Antoine, de son fils retrouvé et de l'auxiliaire de vie devenue héroïne captiva les médias et le public. Cependant, les défis ne tardèrent pas à apparaître. Certains membres du conseil d'administration de l'Empire Delacroix, habitués à une gestion plus traditionnelle et moins philanthropique, commencèrent à exprimer leur mécontentement. Ils voyaient d'un mauvais œil ce changement de direction et cette redistribution massive de fonds vers des œuvres caritatives. Un soir, alors que Élodie travaillait tard au bureau de la Fondation, elle reçut un appel anonyme. « Abandonnez ce projet ?
ou vous le regretterez, menaça une voix grave avant de raccrocher. Élodie, secouée, en parla immédiatement à Thomas et Antoine. Ce dernier, bien que toujours en convalescence, montra une détermination sans faille. Nous ne reculerons pas. Ce projet est trop important. Ils décidèrent de renforcer la sécurité autour d'eux et de la fondation, tout en poursuivant leur travail avec encore plus d'ardeur. Thomas, puisant dans son expérience d'éducateur, mit en place des programmes innovants de mentorat et de formation professionnelle pour les jeunes des quartiers défavorisés. Élodie, quant à elle, se révéla être une gestionnaire hors pair, jonglant entre les aspects administratifs de la fondation et les soins d'Antoine. Elle développa également un programme de formation pour les auxiliaires de vie, inspiré par sa propre expérience. Malgré les obstacles et les menaces, la Fondation Delacroix commença à avoir un impact réel. Des centaines de jeunes trouvèrent des opportunités d'emploi et de formation grâce à leur programme. Les médias, d'abord sceptiques, commencèrent à relayer des histoires de réussite inspirantes. Un jour, alors qu'ils célébraient le premier anniversaire de la Fondation, Antoine prit Élodie et Thomas à part. « Je suis si fier de vous deux, » dit-il, les larmes aux yeux. « Vous avez non seulement sauvé ma vie, mais vous avez donné un sens à mon héritage. » Élodie et Thomas échangèrent un regard chargé de émotion. Leur relation, d'abord professionnelle, avait évolué au fil des mois. Une complicité, puis une tendresse s'était installée entre eux, nourrie par les épreuves partagées et leur mission commune. Alors qu'ils regardèrent la salle remplie de bénéficiaires de la Fondation, de partenaires et de soutien, Élodie réalisa à quel point sa vie avait changé. D'une simple auxiliaire de vie, elle était devenue une force motrice de changement social. Mais au moment où elle pensait que les choses ne pouvaient pas être plus parfaites, Thomas s'approcha d'elle, un air mystérieux sur le visage. « Élodie, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui pourrait tout changer encore une fois. » Le cœur Élodie se mit à battre plus fort. Que pouvait bien vouloir lui dire Thomas, et comment cela allait-il affecter leur avenir et celui de la Fondation? Le cœur battant, Élodie suivit Thomas dans un coin tranquille de la salle de réception. Il semblait nerveux, passant sa main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de stress. « Élodie, commença-t-il, j'ai découvert quelque chose dans les anciens dossiers d'Antoine. Quelque chose qui pourrait tout remettre en question. » Il sortit un dossier de sa veste et le lui tendit. Élodie l'ouvrit avec appréhension, ses yeux parcourant rapidement les documents. Son visage passa de la curiosité à la stupéfaction. « C'est impossible, » murmura-t-elle. Les papiers révélèrent qu'Antoine avait un autre enfant, une fille, née quelques années avant Thomas. Son nom était Claire Durand, et elle vivait actuellement dans un petit village du sud de la France, ignorant tout de son illustre père. « Comment Antoine a-t-il pu nous cacher ça ?» demanda Élodie. Encore sous le choc, Thomas secoua la tête. « Je pense qu'il ne le savait pas lui-même. Ces documents étaient enterrés dans de vieux dossiers de l'entreprise. Il semble que sa mère ait caché la grossesse à Antoine à l'époque. » Élodie réalisa soudain l'ampleur des implications. « Cela change tout pour l'héritage. Pour la Fondation. » « Exactement, » acquiesça Thomas. « Nous devons en parler à mon père, à notre père, » corrigea-t-il avec un petit sourire triste. Ils décidèrent d'attendre la fin de la soirée pour parler à Antoine. Lorsqu'ils lui présentèrent les documents, le vieil homme resta silencieux pendant de longues minutes, les larmes coulant librement sur son visage. « Claire, » murmura-t-il finalement, « j'ai une fille nommée Claire. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et d'activités. Antoine insista pour rencontrer Claire immédiatement. Élodie et Thomas l'accompagnèrent dans le sud de la France, anxieux de voir comment cette nouvelle bouleverserait leur dynamique familiale et professionnelle. Claire, une jeune femme de 28 ans, aux yeux verts perçants, les mêmes qu'Antoine, fut d'abord choquée par la révélation. Professeure de littérature dans un lycée local, elle menait une vie simple et satisfaisante. L'irruption soudaine de cette famille fortunée et de cet héritage inattendu la déstabilisa profondément. « Je ne sais pas si je veux faire partie de tout ça », avoua-t-elle à Élodie lors d'une conversation privée. « Ma vie me convient telle qu'elle est.
Élodie comprit les réticences de Claire. « Personne ne vous forcera à changer votre vie », la rassura-t-elle. « Mais peut-être que vous pourriez apporter une nouvelle perspective à la Fondation. Votre expérience dans l'éducation pourrait être précieuse. » Au fil des jours, Claire s'ouvrit peu à peu à l'idée de connaître sa nouvelle famille. Elle fut particulièrement touchée par l'engagement d'Antoine et de Thomas dans leurs œuvres caritatives. Cependant, le retour à Paris apporta son lot de complications. La nouvelle de l'existence de Claire fut rapidement ébruitée, provoquant un tollé médiatique. Certains membres du conseil d'administration de l'Empire de la Croix saisirent cette opportunité pour remettre en question la légitimité de Thomas et la direction philanthropique prise par l'entreprise. Élodie se retrouva au cœur d'une tempête médiatique, accusée par certains d'être une manipulatrice cherchant à s'approprier la fortune des Delacroix. Sa relation naissante avec Thomas fut scrutée et critiquée, mettant à rude épreuve leurs sentiments mutuels. Un soir, épuisée par les attaques incessantes, Élodie envisagea de tout abandonner. « Peut-être que je devrais simplement partir », confia-t-elle à Thomas. « Je cause plus de problèmes que je n'en résous. » Thomas la regarda intensément. « Élodie, tu es la raison pour laquelle tout cela est possible. Sans toi, mon père serait toujours dans le coma. J'ignorerais mon héritage, et Claire ne ferait pas partie de nos vies. Nous avons besoin de toi. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion qu'ils n'avaient pas encore osé nommer. Alors que Thomas s'apprêtait à dire quelque chose de plus, ils furent interrompus par un appel urgent d'Antoine. « Venez vite, dit-il, la voix tremblante. J'ai reçu des menaces. Ils disent qu'ils ont des preuves qui pourraient tout détruire. » Élodie et Thomas échangèrent un regard inquiet. Juste au moment où ils pensaient avoir surmonté tous les obstacles, un nouveau défi se présentait. Qui étaient ces mystérieux ennemis? Quelles preuves prétendaient-ils détenir? Alors qu'ils se précipitaient vers la résidence d'Antoine, Élodie sentit que les prochains jours seraient décisifs. L'avenir de la famille Delacroix, de la Fondation et de tout ce qu'ils avaient construit était en jeu. Et au milieu de tout cela, ses sentiments pour Thomas, de plus en plus forts, compliquaient encore la situation. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le cœur battant, Élodie suivit Thomas dans un coin tranquille de la salle de réception. Il semblait nerveux, passant sa main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de stress. « Élodie, » commença-t-il, « j'ai découvert quelque chose dans les anciens dossiers d'Antoine, quelque chose qui pourrait tout remettre en question. » Il sortit un dossier de sa veste et le lui tendit. Élodie l'ouvrit avec appréhension, ses yeux parcourant rapidement les documents. Son visage passa de la curiosité à la stupéfaction. « C'est impossible, » murmura-t-elle. Les papiers révélaient qu'Antoine avait un autre enfant, une fille, née quelques années avant Thomas. Son nom était Claire Durand, et elle vivait actuellement dans un petit village du sud de la France, ignorant tout de son illustre père. « Comment Antoine a-t-il pu nous cacher ça ?» demanda Élodie. Encore sous le choc, Thomas secoua la tête. « Je pense qu'il ne le savait pas lui-même. Ces documents étaient enterrés dans de vieux dossiers de l'entreprise. Il semble que sa mère ait caché la grossesse à Antoine à l'époque. » Élodie réalisa soudain l'ampleur des implications. « Cela change tout pour l'héritage, pour la Fondation. »« Exactement, » acquiesça Thomas. « Nous devons en parler à mon père, à notre père, » corrigea-t-il avec un petit sourire triste. Ils décidèrent d'attendre la fin de la soirée pour parler à Antoine. Lorsqu'ils lui présentèrent les documents, le vieil homme resta silencieux pendant de longues minutes, les larmes coulant librement sur son visage. « Claire, » murmura-t-il finalement. « J'ai une fille nommée Claire. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et d'activités. Antoine insista pour rencontrer Claire immédiatement. Élodie et Thomas l'accompagnèrent dans le sud de la France, anxieux de voir comment cette nouvelle bouleverserait leur dynamique familiale et professionnelle. Claire, une jeune femme de 28 ans aux yeux verts perçants, les mêmes qu'Antoine, fut d'abord choquée par la révélation. Professeure de littérature dans un lycée local, elle menait une vie simple et satisfaisante. L'irruption soudaine de cette famille fortunée et de cet héritage inattendu la déstabilisa profondément. « Je ne sais pas si je veux faire partie de tout ça », avoua-t-elle à Élodie lors d'une conversation privée.
Ma vie me convient telle qu'elle est. Élodie comprit les réticences de Claire. Personne ne vous forcera à changer votre vie, la rassura-t-elle. Mais peut-être que vous pourriez apporter une nouvelle perspective à la Fondation. Votre expérience dans Éducation pourrait être précieuse. Au fil des jours, Claire s'ouvrit peu à peu à l'idée de connaître sa nouvelle famille. Elle fut particulièrement touchée par l'engagement d'Antoine et de Thomas dans leurs œuvres caritatives. Cependant, le retour à Paris apporta son lot de complications. La nouvelle de l'existence de Claire fut rapidement ébruitée, provoquant un tollé médiatique. Certains membres du conseil d'administration de l'Empire de la Croix saisirent cette opportunité pour remettre en question la légitimité de Thomas et la direction philanthropique prise par l'entreprise. Élodie se retrouva au cœur d'une tempête médiatique, accusée par certains de être une manipulatrice cherchant à s'approprier la fortune des Delacroix. Sa relation naissante avec Thomas fut scrutée et critiquée, mettant à rude épreuve leurs sentiments mutuels. Un soir, épuisée par les attaques incessantes, Élodie envisagea de tout abandonner. « Peut-être que je devrais simplement partir », confia-t-elle à Thomas. « Je cause plus de problèmes que je n'en résous. » Thomas la regarda intensément. « Élodie, tu es la raison pour laquelle tout cela est possible. Sans toi, mon père serait toujours dans le coma, j'ignorerais mon héritage, et Claire ne ferait pas partie de nos vies. Nous avons besoin de toi. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion qu'ils n'avaient pas encore osé nommer. Alors que Thomas s'apprêtait à dire quelque chose de plus, ils furent interrompus par un appel urgent d'Antoine. « Venez vite, dit-il, la voix tremblante. J'ai reçu des menaces. Ils disent qu'ils ont des preuves qui pourraient tout détruire. » Élodie et Thomas échangèrent un regard inquiet. Juste au moment où ils pensaient avoir surmonté tous les obstacles, un nouveau défi se présentait. Qui étaient ces mystérieux ennemis? Quelles preuves prétendaient-ils détenir? Alors qu'ils se précipitaient vers la résidence d'Antoine, Élodie sentit que les prochains jours seraient décisifs. L'avenir de la famille Delacroix, de la Fondation et de tout ce qu'ils avaient construit était en jeu. Et au milieu de tout cela, ses sentiments pour Thomas, de plus en plus forts, compliquaient encore la situation. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Les semaines qui suivirent furent les plus éprouvantes qu'Élodie, Thomas et Claire aient jamais connues. Chaque jour apportait son lot de nouvelles difficultés, mais aussi de petites victoires qui les encourageaient à persévérer. Un matin, alors qu'ils prenaient leur café habituel avant une longue journée de travail, Claire eut une idée brillante. Et si nous utilisions la transparence comme arme? Son plan était audacieux, ouvrir complètement les livres de la Fondation et de l'entreprise au public, montrer chaque centime dépensé, chaque vie impactée. « Nous n'avons rien à cacher », argumenta-t-elle. « Montrons au monde que nous sommes différents de ceux qui nous attaquent. » Thomas et Élodie échangèrent un regard. C'était risqué, mais cela pourrait fonctionner. Ils mirent le plan en action immédiatement. Le résultat fut spectaculaire. Les médias, d'abord sceptiques, commencèrent à relayer des histoires positives sur l'impact de la Fondation. D'anciens bénéficiaires sortirent de l'ombre pour témoigner de comment la Fondation Delacroix avait changé leur vie. Pendant ce temps, Élodie dirigeait une équipe d'enquêteurs qui creusaient dans le passé des maîtres chanteurs. Petit à petit, ils déterrèrent des preuves de leur propre malversation, bien plus récentes et graves que les anciennes erreurs d'Antoine. Un soir, alors que Élodie travaillait tard au bureau, elle reçut un appel inattendu. C'était Madame Lefebvre. « J'ai fait une terrible erreur », sanglota l'ancienne gouvernante. « Je veux tout avouer. » Cette confession fut le tournant dont ils avaient besoin. Avec les informations fournies par Madame Lefebvre, ils purent démanteler le réseau de corruption qui les menaçait. Les vrais coupables furent exposés et arrêtés, lavant enfin le nom des Delacroix. Mais la victoire avait un goût amer. Antoine, épuisé par les événements, eut une rechute et fut hospitalisé. À son chevet, Élodie, Thomas et Claire réalisèrent que malgré tous leurs efforts pour sauver son héritage, ils risquaient de perdre l'homme lui-même. Cette prise de conscience les rapprocha encore plus. Ils passaient des heures à parler avec Antoine, lui racontant les progrès de la Fondation.
lui lisant les lettres de soutien qui affluaient du monde entier. Un jour, alors qu'Élodie était seule avec Antoine, le vieil homme lui prit la main. « Tu as fait plus pour cette famille que je ne pourrai jamais te remercier, » murmura-t-il. « Promise-moi que tu veilleras sur eux, sur Thomas et Claire. » Ému aux larmes, Élodie promit. Contre toute attente, Antoine commença à se rétablir. Sa guérison, lente mais constante, devint un symbole de la renaissance de la Fondation de la Croix. Pendant ce temps, la relation entre Élodie et Thomas S. épanouissait. Malgré le stress et les défis, ou peut-être à cause d'eux, leur amour grandissait chaque jour. Claire, loin d'être jalouse, les soutenait pleinement, heureuse de voir son frère et son ami trouver le bonheur ensemble. 6 mois après le début de la crise, la Fondation de la Croix était plus forte que jamais. Leur approche transparente avait inspiré d'autres organisations à suivre leur exemple. Ils avaient lancé de nouveaux programmes audacieux, touchant encore plus de vies. Un soir, lors d'un gala de charité, Thomas prit Élodie à part. Sous les étoiles du jardin, il mit un genou à terre et sortit une petite boîte. « Élodie, dit-il, la voix tremblante de émotion, tu as changé ma vie, celle de ma famille, et celle de tant d'autres. Veux-tu m'épouser et continuer à changer le monde à mes côtés ?» Les larmes aux yeux, Élodie acquiesça, incapable de parler. Leur baiser fut interrompu par les applaudissements de Claire et d'Antoine, qui les avaient discrètement suivis. Alors qu'ils rentrèrent dans la salle de réception, main dans la main, Élodie réalisa à quel point sa vie avait changé. D'une simple auxiliaire de vie, elle était devenue une force de changement, une partenaire, une future épouse. Mais surtout, elle avait trouvé une famille et un but. L'avenir s'annonçait radieux, plein de défis et d'opportunités. Et elle était prête à les affronter, avec Thomas, Claire et Antoine à ses côtés. Alors que le chapitre se clôt sur cette note d'espoir, on ne peut s'empêcher de se demander quelles nouvelles aventures attendent la famille de la Croix? Comment Élodie et Thomas équilibreront-ils leur vie personnelle et professionnelle? Et quel sera l'héritage durable de la Fondation de la Croix? Le mariage des Élodie et Thomas fut célébré un an jour pour jour après leur première rencontre. La cérémonie, intime et émouvante, réunit famille et amis proches dans les jardins de la résidence de la Croix. Antoine, visiblement ému, conduisit Élodie à l'autel tandis que Claire, rayonnante dans sa robe de demoiselle d'honneur, se tenait aux côtés de son frère. Mais le destin avait encore des surprises en réserve pour la famille de la Croix. Peu après le mariage, Claire annonça qu'elle avait reçu une proposition pour diriger un important projet éducatif en Afrique, en partenariat avec l'UNESCO. « C'est une opportunité incroyable », expliqua-t-elle, les yeux brillants d'excitation. « Je pourrais appliquer tout ce que j'ai appris avec la Fondation à une échelle encore plus grande. » Bien que ravis pour elle, Élodie et Thomas réalisèrent que son départ changerait considérablement la dynamique de la Fondation. Ils décidèrent d'utiliser ce changement comme une opportunité pour repenser leur approche. Ensemble, ils élaborèrent un plan ambitieux, étendre les activités de la Fondation de la Croix à l'international, en commençant par un partenariat avec le projet de Claire en Afrique. Antoine, bien que officiellement retraité, ne put s'empêcher de participer à la planification. Sa santé était considérablement améliorée et son enthousiasme pour ce nouveau chapitre était contagieux. Le projet international de la Fondation rencontra rapidement des défis inattendus. Les différences culturelles, les obstacles bureaucratiques et les conditions sur le terrain s'avérèrent plus complexes que prévu. Élodie et Thomas se retrouvèrent à naviguer dans des eaux inconnues, jonglant entre les responsabilités à Paris et les fréquents voyages en Afrique. Leur relation fut mise à l'épreuve par ces nouvelles pressions. Les longues séparations et le stress constant pesaient sur leur jeune mariage. Un soir, après un appel vidéo particulièrement difficile avec Claire qui faisait face à une crise locale, Élodie craqua. « Je ne sais pas si je suis à la hauteur de tout ça », confia-t-elle à Thomas, les larmes aux yeux. « Parfois, je me demande si nous n'avons pas visé trop haut. » Thomas la prit dans ses bras, lui rappelant tout ce qu'ils avaient déjà surmonté ensemble. « Ah, nous sommes plus forts que nous ne le pensons », murmura-t-il, « et nous avons l'un l'autre. » Cette conversation marqua un tournant.
Élodie et Thomas décidèrent de ralentir le rythme, de déléguer davantage et de se concentrer sur leur équilibre personnel autant que sur leurs objectifs professionnels. Leur persévérance finit par porter ses fruits. 6 mois après le lancement du projet international, les premiers résultats concrets commencèrent à apparaître. Des écoles furent construites, des programmes de formation professionnelle mis en place, et des communautés entières commencèrent à se transformer. Claire, qui était parfaitement adaptée à sa nouvelle vie en Afrique, devint le visage public du projet international de la Fondation. Ses rapports réguliers, pleins d'histoires inspirantes et de témoignages émouvants, ravivèrent l'intérêt du public pour leur travail. Pendant ce temps, à Paris, Élodie découvrit qu'elle était enceinte. Formant une équipe de professionnels passionnés pour gérer les opérations quotidiennes, cela leur permit de se concentrer sur la vision à long terme et la stratégie, tout en se préparant à leur nouveau rôle de parents. Le soir de Noël, alors que toute la famille était réunie, Claire étant rentrée d'Afrique pour l'occasion, Antoine leva son verre pour un toast. « Il y a 3 ans, dit-il, la voix chargée de émotion. J'y étais un homme perdu, prisonnier de mon propre corps. Aujourd'hui, je suis entouré d'une famille que j'aime, témoin d'un héritage qui dépasse mes rêves les plus fous et sur le point de devenir grand-père. Tout cela, grâce à vous. » Alors que minuit approchait, Élodie sentit son bébé bouger. Posant une main sur son ventre, elle échangea un regard complice avec Thomas. Ils avaient parcouru un long chemin, mais ils savaient que la plus grande aventure de leur vie était encore à venir. Le chapitre se termine sur cette note d'espoir et d'anticipation. Que réserve l'avenir à la famille Delacroix? Comment Élodie et Thomas équilibreront-ils leur rôle de parents avec leurs responsabilités envers la Fondation? Et quel impact le projet international aura-t-il sur le long terme? 5 ans s'étaient écoulés depuis la nuit de Noël, où Élodie avait senti son bébé bouger pour la première fois. La petite Léa, maintenant âgée de 4 ans, courait dans les couloirs de la Fondation Delacroix, son rire cristallin résonnant dans les bureaux. Élodie, Thomas et Claire avaient trouvé un équilibre remarquable entre leur vie personnelle et professionnelle. La Fondation était devenue un modèle d'organisation philanthropique internationale, avec des projets florissants sur 3 continents. Ce matin-là, toute la famille était réunie pour une occasion spéciale. Antoine, qui avait fêté ses 75 ans la veille, avait convoqué une réunion importante. « J'ai une annonce à faire », commença-t-il, son regard bienveillant parcourant la pièce. « J'ai décidé de léguer la totalité de ma fortune personnelle à la Fondation. » Un silence stupéfait s'installa, rapidement rompu par les exclamations de surprise et d'émotion. « Mais papa, » protesta doucement Thomas, « c'est ton héritage personnel. » Antoine sourit. « Mon véritable héritage, c'est vous tous. C'est cette fondation et tout le bien qu'elle fait dans le monde. Je ne peux imaginer de meilleure utilisation pour cet argent. » Cette décision marqua le début d'une nouvelle ère pour la Fondation Delacroix. Avec ces ressources supplémentaires, ils purent lancer des initiatives encore plus ambitieuses. Élodie prit la tête d'un nouveau programme visant à révolutionner les soins aux personnes âgées, inspiré par son expérience avec Antoine. Thomas se concentra sur l'expansion des projets éducatifs, travaillant en étroite collaboration avec Claire pour intégrer les leçons apprises en Afrique dans des programmes mondiaux. Léa grandissait au milieu de tout cela, absorbant l'esprit de compassion et d'engagement qui imprégnait sa famille. Souvent, on la trouvait dans le bureau d'Antoine, écoutant avec fascination les histoires de son grand-père sur les débuts de la Fondation. Un jour, alors que Élodie travaillait tard, elle reçut un appel inattendu. C'était Madame Lefebvre, l'ancienne gouvernante. « J'ai suivi tout ce que vous avez accompli, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je voulais vous dire merci. Vous avez réalisé ce qu'Antoine a toujours voulu faire. » Cette conversation rappela à Élodie à quel point les choses avaient changé. De simple auxiliaire de vie, elle était devenue une figure respectée dans le monde de la philanthropie, une épouse, une mère et un pilier de la famille Delacroix. Le 10e anniversaire de la Fondation fut célébré en grande pompe. Des bénéficiaires du monde entier vinrent témoigner de l'impact que la Fondation avait eu sur leur vie. Antoine, entouré de sa famille, regardait tout cela avec une fierté indicible. Lors de son discours,
Élodie surprit tout le monde en annonçant un nouveau projet, la création d'une école de leadership éthique, visant à former la prochaine génération de philanthropes et d'entrepreneurs sociaux. Nous avons appris que le véritable changement vient du cœur, déclara-t-elle. Cette école sera notre façon de transmettre non seulement des compétences, mais aussi les valeurs qui ont guidé notre parcours. Alors que la soirée touchait à sa fin, Élodie, Thomas et Claire se retrouvèrent seuls un moment, contemplant le chemin parcouru. « Qui aurait cru que tout cela était possible ?» murmura Claire. Thomas serra la main d'Élodie. « Tout a commencé avec toi, » dit-il doucement. « Ta compassion, ton courage, tu as changé nos vies à tous. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Nous l'avons fait ensemble, » répondit-elle. « Et ce n'est que le début. » Au loin, ils pouvaient entendre Léa rire avec Antoine. L'avenir étendait devant eux, plein de promesses et de possibilités. L'histoire d'Élodie et de la famille Delacroix était bien plus qu'un conte de fées modernes. C'était un témoignage de la puissance de la compassion, de la persévérance et de la foi en l'humanité. Leur voyage, commencé dans une chambre d'hôpital, avait touché des milliers de vies et continuerait à inspirer les générations futures. Alors que le soleil se couchait sur Paris, illuminant la ville d'une lueur dorée, Élodie réalisa que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. L'héritage qu'ils construisaient, n'était pas fait de pierre ou d'argent, mais d'espoir et de changements positifs. Un héritage vivant qui continuerait à grandir et à se transformer, tout comme eux. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, non pas avec une fin, mais avec la promesse d'un nouveau commencement. Car dans le monde de la compassion et de l'engagement, chaque fin n'est qu'un nouveau départ, chaque réussite le tremplin vers de plus grands défis, et chaque vie touchée, une lumière d'espoir pour l'avenir.